bonjour à tous, à toutes, et ravi de vous recevoir pour cette 3e édition dans Leadbound Marketing Conference. Alors, au-delà des process en fait agiles, finalement, c'est avant tout l'état d'esprit qui anime la transformation digitale chez la SDI des Mousquetaires, dont nous avons aujourd'hui le représentant, donc le Product Owner. Je cite ici Hervé Rubira, qui est accompagné de son coach, Clément Duport, d'Animaneo. On va parler de beaucoup de choses, mais essentiellement de ce que cette transformation, en tout cas ce processus a apporté, notamment à travers l'amélioration continue, le pilotage de la valeur et puis la collaboration managériale. Tout cela, bien évidemment, au bénéfice à la fois des clients, mais également des points de vente des mousquetaires. Donc, je vais laisser la parole à Hervé et Clément. Au-delà de ça, on aura quelques questions guidées et je vous invite après cela à poser vos propres questions. On aura environ 10 minutes pour des questions de l'audience à la fin. Je vous laisse maintenant la parole. Bonjour, donc Hervé Rubira, je suis PO de la transformation de la Steam. Donc la Steam, c'est la filiale informatique des Mousquetaires. Donc PO, c'est un rôle hérité de l'agilité, c'est le Product Owner. Donc dans les projets, c'est celui qui est porteur des exigences des projets. Sur une transformation, c'est un peu différent. Moi, je pilote tout le projet de transformation et j'ai en charge d'orienter les actions qui sont menées par le dispositif de transformation. Et donc Clément Duport, bonjour à tous. Je suis associé cofondateur d'une petite société qui s'appelle Animaneo et qui est spécialisée dans l'accompagnement au changement et en particulier dans le pilotage et l'accompagnement de chantiers de transformation qui visent des évolutions culturelles, des évolutions du système de management, des évolutions de l'organisation et globalement, on travaille beaucoup sur l'expérience de vie au travail pour les collaborateurs avec l'idée de créer ou d'améliorer à grande échelle des situations collaboratives dans les entreprises. Et du coup, simplement en introduction de cette présentation, on voulait vous dire, on s'attend à ce qu'à Inbound Marketing France, on vous parle beaucoup d'usages digitaux, de pivots, de reconsidération des business models qui sont liés à la transformation digitale, et donc beaucoup d'aspects technologiques de la transformation digitale, ou d'usage autour du digital. Et simplement, on avait envie de vous montrer un peu une autre face de ces enjeux de transformation des entreprises en vous parlant de ce que ça touche en termes d'évolution dans le management des entreprises, dans la filière d'innovation. On va parler en particulier de la filière projet chez Mousquetaires Intermarché. Et puis dans l'expérience de vie au travail et la manière dont on anime finalement un collectif dans l'entreprise et qui pour nous est complètement intégré à ces enjeux de transformation digitale. Donc la Steam, je le disais tout à l'heure, c'est la filiale informatique du groupement Les Mousquetaires Intermarché. Donc aujourd'hui, c'est 900 personnes avec un plan de marche d'évolution jusqu'à 1300 personnes à échéance de 5 ans. Donc il y a un plan de transformation et un plan d'investissement sur l'informatique, sur le groupement. Les Mousquetaires, du coup, le groupement s'est fait une conviction, c'est qu'à échéance de 5 ans, il y aurait un acteur du retail en France qui allait au moins disparaître. Du coup, il y avait un enjeu de transformation assez fort, un enjeu de survie, quelque part, du groupement via des investissements autour de l'informatique et des business models de vente. Donc, si on revient un peu sur le marché, parce que du coup, on intervient dans un contexte en pleine mutation, il y a des nouveaux usages. Alors, vous allez entendre parler d'usages digitaux qui viennent bousculer le marché du retail. Ça a un enjeu technique de mise à niveau du système d'information pour pouvoir soutenir ces usages digitaux. Donc il y a un projet du coup de transformation pour moderniser le système d'information. Je suis resté sur le slide précédent. Un enjeu de modernisation et de mise en meilleure performance du système d'information pour être plus proche des besoins des collaborateurs qui sont en point de vente et du e-commerce. Et le deuxième point majeur, c'est l'arrivée de pure players du digital qui nécessite une excellence des systèmes d'information en réponse aux clients. Donc les pure players, c'est Google, Amazon et Facebook qui viennent bousculer le marché du e-commerce et qui nécessitent du coup d'avoir des systèmes qui sont très proches des besoins clients. Parce que du coup, il y a une volatilité des clients qui est extrêmement importante sur le e-commerce. Donc, au-delà d'un projet technique assez ambitieux, c'est pas de ça dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'était que ce projet-là soit aussi l'occasion d'en faire un projet d'entreprise
et d'avoir des axes un peu différents d'un projet purement technologique. Du coup, on l'a adressé selon 4 axes. C'est apporter plus de valeur ajoutée. Donc, c'est de travailler dans une optique de donner plus de valeur au point de vente. Alors, historiquement, dans le retail, on parle souvent du carrelage. Donc, du coup, c'est la surface de vente. Aujourd'hui, donc on parle encore de point de vente, mais aujourd'hui, on est sur un point de vente un peu étendu, puisqu'aujourd'hui, on est sur toutes les plateformes de e-commerce. Donc, c'est aussi un enjeu d'état d'esprit de ne pas parler seulement que des points de vente, mais aussi des plateformes digitales. D'apporter plus de réactivité en raccourcissant les cycles de livraison. Donc l'idée, c'est pas forcément livrer plus vite, mais c'est de livrer plus souvent et d'avoir du feedback beaucoup plus régulier des porteurs d'exigences. Ensuite, c'est de généraliser les pratiques d'amélioration continue. Donc c'est de ritualiser ces pratiques-là pour avoir une meilleure performance et que les équipes puissent travailler mieux et plus en adéquation avec les besoins qui leur sont présentés. Et enfin, l'engagement collectif. Du coup, on a besoin d'avoir un engagement individuel et collectif de chacune des équipes qui vont travailler sur ces grands projets et de ne pas en faire un projet purement technique, mais un projet d'entreprise où chacun se sent acteur de ce projet-là et des enjeux globaux de l'entreprise. Alors pour adresser ces quatre axes, on a mis en place une architecture de plan de transformation. Il faut savoir que c'est vraiment un grand plan de transformation. À la base, il y avait 2 projets, donc un projet de transformation digitale et un projet de transformation du système d'information qui ont été fusionnés en un seul projet, qui a un budget d'1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment un très gros projet de transformation avec l'idée de faire en sorte que le SI embarque toute l'entreprise. C'est un des intérêts d'amener la transformation par le SI, à mon avis, c'est que le SI est connecté à tous les métiers de l'entreprise. Et donc, si on réussit bien cette phase de transformation, on a une chance de réussir du coup par rebond à embarquer tous les métiers du groupe. Et c'est bien l'objectif, de faire en sorte que les 146 000 personnes du groupe du coup soient la cible de la transformation et accompagnent cette transformation digitale du groupe. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment l'architecturer. Et donc, je vais vous parler un peu de nos manières de voir, les tactiques, les stratégies, les trucs et astuces qu'on peut mettre en place pour mener une transformation et qui s'appliquent à mon avis très bien que la structure soit très grande ou plus petite. C'est simplement que le chemin est peut-être un petit peu différent. Donc, un des premiers leviers de transformation qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la transformation par les équipes. C'est qu'en gros, c'est très basique, on prend l'organigramme, et puis on détourne comme ça autant d'équipes qu'il y a de décrites dans l'organigramme. Donc pour nous, une équipe, c'est par exemple une équipe opérationnelle et son manager, mais c'est aussi une équipe de managers et son manager, donc c'est le directeur. Et puis ça va jusqu'au codir. Le codir devrait idéalement être aussi une équipe j'entends collaborative, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, quand on travaille sur ce levier qui est la transformation par les équipes, on peut s'appuyer sur un levier fort de transformation, en tout cas qui a un impact intéressant sur la transformation, c'est le levier managérial. Si on fait bien les choses encore, si on amène les managers à devenir des acteurs vraiment de la transformation, des promoteurs de la transformation. Et donc, dans toutes ces équipes, jusqu'au codir, du coup, on déploie quelques pratiques. Alors, je ne vais pas trop vous parler spécifiquement des pratiques. En l'occurrence, on parle de management visuel, de stand-up et de rétrospective. Donc, on est vraiment sur des rituels agiles. Ce que je voudrais simplement vous faire retenir de ça, c'est qu'on ne pense pas qu'une pratique en soi porte un état d'esprit. Or, ce qu'on cherche à changer vraiment, fondamentalement, c'est l'état d'esprit. Une méthode, une pratique ne porte pas l'état d'esprit. On a des tas de cas d'entreprises qui collent des post-it partout sur les murs et qui ne sont pas du tout agiles. C'est tout à fait possible, on sait très bien le faire. On a des entreprises qui appliquent tout des méthodes du lean management et qui sont parfaitement tayloristes, alors que le principe même du lean, c'est justement de ne pas être tayloriste, de faire en sorte que tous les cerveaux de l'entreprise s'engagent dans l'amélioration continue de l'entreprise. Donc, on a beaucoup d'attention au-delà de simplement la diffusion de ces pratiques, dans le fait de faire passer l'état d'esprit, de montrer. Donc, on a pas mal de trucs et astuces qui passent par de la formation, par de l'accompagnement d'équipe, de l'accompagnement managérial, qui permettent encore une fois de faire que ces méthodes, ces pratiques ne viennent qu'étayer en fait ce qu'on cherche à faire changer en termes d'état d'esprit. Et pour le coup, par contre, c'est très intéressant d'étayer des transformations d'état d'esprit par des pratiques, parce que ça permet de garder ça sur la durée. Et typiquement, avec ces pratiques, on travaille sur
alors je vais toujours distinguer deux aspects de ces transformations. Un aspect structurel, donc ce qu'on change dans les mécanismes, dans les outils, dans les process, dans l'organisation. Et donc typiquement, par ces pratiques qu'on diffuse dans toutes les équipes, on instancie l'amélioration continue dans toutes les équipes. On aide les équipes aussi à faire en sorte que les décisions soient prises par la valeur apportée à un client, qu'elles soient des plus opérationnelles ou plus stratégiques. Faire en sorte que toutes les équipes s'approprient la notion de performance opérationnelle et du coup s'impliquent dans l'amélioration continue de cette performance opérationnelle. Et puis comme on travaille avec des communautés de managers et a fortiori avec le comité de direction, eh ben, on fait aussi beaucoup de bien à la transversalité en travaillant sur ces points-là. Et puis, il y a des aspects plus organiques, plus humains dans ces enjeux de diffusion de ces pratiques. Et notamment, on cherche à actionner des leviers d'engagement, de responsabilisation, à développer la qualité relationnelle. On pense qu'il y a beaucoup à voir entre la qualité relationnelle dans une entreprise, dans une équipe, et la capacité de l'entreprise à tirer profit de son collectif. Alors, un autre axe de la transformation, une autre manière de conduire la transformation, c'est ce qu'on appelle la transformation par les projets. Alors un projet, on aimerait en tout cas que ça transcende la notion d'organigramme. L'idéal, ce serait de pouvoir sur chaque projet, sur chaque chantier, aller prendre dans l'organigramme partout où ils sont, indépendamment de leur rattachement hiérarchique, les meilleures appétences, les meilleures compétences pour atteindre un objectif dans un temps donné. Alors, la particularité dans une entreprise qui a une organisation matricielle hiérarchique, comme c'est le cas de la STEAM, c'est que traditionnellement, quand on fait de la transformation des projets, on ne peut pas s'appuyer sur le levier managérial pour aider, pour accompagner la transformation. Voire même, on a un certain nombre de cas dans lesquels on peut montrer que le management est plutôt en résistance avec ces approches de la transformation. Donc typiquement, ce qu'on fait dans les équipes projets, c'est en grande partie, c'est très orienté sur la notion de conception et d'ajustement par la valeur apportée à un client. Et ça, quand on est un SI, c'est pas très simple parce que la plupart des SI, et notamment des GIE informatiques ou des structures qui ont une forme de GIE informatique, sont nées à un moment où le seul objectif pour un GIE, c'était de rationaliser les coûts de l'informatique. C'était pas d'apporter de la valeur à un client, c'était de faire moins cher. C'était pas d'apporter plus de valeur. Vous voyez la nuance. Et du coup, on a beaucoup de systèmes d'information qui sont pilotés comme des centres de coûts. Et donc, il faut retourner ça, et c'est une lourde tâche. Et ça aide. Le fait d'amener des projets à implémenter des pratiques, des méthodes qui permettent de voir un focus particulier sur la valeur apportée à un client dans tout le processus d'innovation jusqu'à la réalisation, en passant par exemple par du design thinking, par du lean startup, par de l'agilité dans la phase de réalisation. C'est extrêmement puissant pour amener cette notion de valeur ajoutée et arrêter de piloter un budget. Ensuite, ça permet aussi de travailler sur la maîtrise du time to market, d'implémenter la notion d'amélioration continue aussi dans les équipes projets, et un point très important, de faire émerger le rôle du product owner dans les projets. Alors, Hervé est un product owner, mais très souvent ce rôle, alors le product owner, pour ceux qui ne sont pas agilistes, c'est le pilote du projet. C'est exactement la personne qui a seule délégation au nom de l'entreprise à orienter l'ensemble des travaux réalisés par une équipe de réalisation. Et ça, c'est un rôle qui est très dur à faire émerger dans les organisations, et en particulier en France. Je pense, j'ai d'autres cas dans d'autres pays où il me semble un peu moins difficile, mais donner la délégation réellement à quelqu'un, quoi qu'il arrive, de rester le seul à orienter les travaux d'une équipe, c'est pas facile. En général, quand on démarre, on identifie bien un product owner, et puis dès que la situation se tend un peu, partout dans l'organigramme, on voit apparaître des product owners de substitution. Et ça crée énormément d'improductivité et énormément de perturbations dans la vie des projets. Et puis, encore une fois, sur un angle plus organique, ça permet de travailler très profondément la collaboration entre les métiers et la maîtrise d'œuvre, donc entre les donneurs d'ordre finalement et les équipes qui réalisent pour eux, et de travailler sur ces enjeux de qualité relationnelle, à la fois dans les équipes projets, mais aussi au-delà un peu, donc dans le rapport avec les métiers. Et puis un dernier axe de la transformation, c'est la collaboration managériale. Alors, ce qui est déjà un peu adressé au travers de nos actions sur la transformation par les équipes, puisqu'on accompagne aussi les communautés de managers. Mais il se trouve qu'une des particularités du projet de transformation de la STEAM, c'est qu'il y a eu une refonte très profonde de l'organisation, avec l'idée de casser les silos. Évidemment, on était dans une organisation très silotée. Bon, une stratégie pour casser les silos, c'est on reforme d'autres boîtes. Mais le risque, évidemment, c'est de se retrouver exactement dans les mêmes cas de silotage quelques temps après, simplement avec d'autres boîtes. Donc, on a
a actionné un autre levier qui est de travailler très profondément sur ces axes de transversalité, notamment en mettant en place un certain nombre de pratiques qui permettent de partager, de clarifier, de s'entendre sur les rôles et responsabilités, sur les attendus respectifs entre les directions, entre les services, sur les notions de délégation et globalement, du coup, travailler sur ces enjeux de transversalité. Et là aussi, de faire vivre une expérience de collaboration et d'amélioration de la qualité relationnelle entre les directions. Et ça, c'est, de notre point de vue, un levier fort de transversalisation de l'organisation et d'amélioration de la capacité collective de l'entreprise. Alors, l'originalité du plan STEAM, au-delà de ces tactiques, ces stratégies de transformation, c'est qu'on a eu l'occasion d'embarquer beaucoup de collaborateurs pour venir avec nous faire l'accompagnement des équipes. Okay, alors pour essayer d'être clair, je vais essayer de distinguer ce que j'appelle les équipes. C'est les équipes cibles, d'accord, les équipes projets, les équipes de l'organigramme qu'on cherche à transformer. Et puis on a des teams à côté, ce sont les personnes chez Mousquetaires qui viennent avec nous sur les accompagnements, qu'on forme à l'accompagnement au changement et qui viennent, on l'espère en tout cas, démultiplier à terme notre dispositif en fournissant une compétence interne de transformation. Et donc on a fait ça sur le même modèle, donc on a 3 équipes, donc c'est quand même 40 collaborateurs. Pour 900 personnes, c'est pas mal. Alors, c'est pas 40 collaborateurs à plein temps. On les a 20% de leur temps, mais pendant 20% de leur temps, ils viennent avec nous sur les accompagnements. Donc, on a une équipe qui est spécialisée dans la transformation par les équipes, qui s'appelle la Résonance Team. On a une équipe spécialisée dans la transformation par les projets, qui s'appelle la PEPS Team. Et on a une équipe qui s'occupe spécifiquement de la transversalité et de la collaboration managériale, qui s'appelle la Transfo Team. Alors, si je prends un peu de champ sur ce qu'on a essayé de faire, et c'est, je pense, une constante dans nos actions de transformation. J'aime beaucoup cette BD. Ça illustre assez bien ce qu'on cherche à faire. C'est une poule qui va voir un cochon, et la poule dit au cochon, j'aimerais bien faire un resto, est-ce que tu voudrais faire le resto avec moi? Alors le cochon, il dit, pourquoi pas, mais comment tu l'appellerais ce resto? La poule répond, j'appellerais ça des œufs et du jambon. Alors là, le cochon, il dit, ah non, je suis pas du tout d'accord, parce qu'on n'aurait pas le même niveau d'implication, toi et moi, dans le resto. Moi, je mettrais ma cuisse en jeu, je serais réellement impliqué dans le projet, alors que toi, tu ne mettrais qu'un œuf sur la table. Tu ne serais que concerné. Et ça poserait un problème, parce que quand on serait amené à prendre des décisions ensemble pour le resto, le poids de ces décisions, l'impact de ces décisions ne pèserait pas sur toi et sur moi de la même manière. Moi, je vivrais quotidiennement avec ces impacts de décision, alors que toi, tu pourrais vaquer à tes occupations et finalement ne pas te sentir trop impacté par les décisions en question. Et donc, c'est une constante dans tous les projets qu'on cherche à mettre en œuvre dans la transformation, c'est qu'on cherche à identifier sur tous les sujets qui sont les poules et qui sont les cochons. Okay, les cochons, c'est des gens réellement impliqués. Et on fait en sorte que seuls les cochons puissent participer aux décisions sur ces sujets. Donc, les poules ne peuvent pas, bien qu'elles soient concernées, intervenir sur les décisions. Ça, c'est un levier extrêmement fort d'engagement des cochons. Et je finirai là-dessus pour vous donner un petit peu la vision stratégique et tactique de ces chantiers de transformation. De notre point de vue, l'engagement, c'est le moteur principal de la réussite. C'est alors des projets en général, mais c'est particulièrement vrai dans les projets de transformation. Et donc, ça nécessite, pour générer cet engagement, l'engagement, il faut imaginer que c'est le moteur de l'action. Sans engagement, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas d'action, on n'avance pas, on ne se transforme pas. On ne peut même pas avoir des actions mauvaises pour les corriger. Tout simplement, on ne bouge pas. Et donc, on a, pour générer l'engagement, un besoin d'appropriation. On a énormément besoin de communication. On a besoin que la communication soit simple et répétée. On a besoin de donner du rythme. Ça aussi, c'est très spécifique au projet de transformation. À mon avis, s'il n'y a pas de rythme, l'entreprise, elle ne nous attend pas pour avoir des choses à faire. Et évidemment, quand on transforme une entreprise, il faut que la boutique reste ouverte pour la vente pendant qu'on est en train de la refaire, la boutique. Donc les gens sont déjà bien occupés. Pour que la transformation prenne, il faut allouer du temps, il faut allouer de l'attention, il faut réussir à mobiliser les gens et donner un rythme, travailler par itération, avoir des actions avec un delivery très fréquent, etc. Donc tout ça, de notre point de vue, sont vraiment des fondamentaux de la réussite des projets de transformation. Du coup, le projet aujourd'hui a 18 mois. Ça fait 18 mois qu'on est accompagné par Animaneo dans ce projet de transformation. On s'était donné un objectif à fin 2019. On avait donné à chacune des équipes de transformation un objectif. Donc là, on a fait un petit bilan en fin d'année dernière sur est-ce qu'on était arrivé à ce qu'on voulait faire. Donc
sur l'accompagnement des managers, on s'était donné 10 points d'évolution dans la perception de la transversalité. Donc on envoie régulièrement, enfin tous les 3 mois, on envoie un sondage avec quelques questions qu'on a pondérées auprès des différents managers pour avoir leur perception de la transversalité, de l'amélioration de la transversalité. Donc aujourd'hui, on est sensiblement à l'objectif. Sur l'accompagnement des projets, on s'était fixé 15 projets à accompagner. Aujourd'hui, on en a accompagné 17. Et sur la résonance team, sur l'accompagnement des équipes opérationnelles, on est, alors 72%, ça donne pas trop l'idée de combien d'équipes il y a à la Steam. Il y a 115 équipes aujourd'hui à la Steam. On en a accompagné 72%, à peu près 80. Et sur les projets, du coup, on est à 17 projets accompagnés, mais il faut savoir que le recensement des derniers projets, on est à 140 projets aujourd'hui dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un début. Il y a encore plein de choses à faire. Ensuite, on a été chercher aussi auprès des équipes et des parties prenantes des différents projets de la Steam une perception de l'appropriation des pratiques et l'évolution de la satisfaction, que ce soit des métiers, des équipes ou des managers. Donc, je ne m'étends pas sur les chiffres, mais globalement, on a une bonne perception, une perception qui évolue favorablement en tout cas sur la transformation qui est en cours à la Steam. Du coup, c'est assez encourageant pour la suite. On essaye d'être au contact. Du coup, l'un des enjeux du PO, c'est d'être en contact de tous les collaborateurs qui sont embarqués dans la transformation. Donc, on avait noté quelques verbatim des managers qui voient évoluer la posture de leurs collègues managers et qui sentent qu'il y a une meilleure transversalité dans l'entreprise. Dans le fonctionnement des équipes opérationnelles, l'interaction entre les managers et les collaborateurs évolue. Il y a une meilleure visibilité sur l'activité en cours, sur la gestion des priorités. Et sur les équipes projets, ce qui nous permet d'embarquer aussi nos métiers, on a une meilleure perception de l'activité du système d'information en réponse à des enjeux business. Donc l'accompagnement des 17 projets nous a permis de démontrer l'évolution des postures du SI face à leur métier. Elle a été raccourcie. D'accord. On peut peut-être, du coup, c'est curieux. On peut peut-être. Il y avait un point, je crois, alors je m'en souviens. Il y a un point sur ce qui aussi reste une difficulté pour le coup. Oui. Du coup, on était plutôt sur des éléments positifs. Du coup, on a enlevé les slides un peu moins positifs, mais c'était pas voulu. Donc, sur l'adoption de la pratique d'amélioration continue, on se rend compte aujourd'hui que 75% des équipes qui ont été accompagnées ont bien la régularité dans les rituels de rétrospective, mais on a constaté que 25% des équipes ne s'étaient pas approprié cette pratique. Et du coup, donc, il y avait on a cherché à comprendre. Ah oui, alors, il y a ce point-là. Donc, régulièrement, c'est très courant pour nous de déployer des approches d'amélioration continue. On pense que l'amélioration continue, c'est une très bonne manière de conduire le changement dans les entreprises. Ça permet d'harmonieusement intégrer ces questions. Je vais essayer de la retrouver, on va voir. Les joies du direct. Yes, voilà. Donc on voit là-haut notre camembert sur l'amélioration continue. On se dit, dans 48% des cas, les gens, donc les équipes ont bien intégré de manière régulière les pratiques d'amélioration continue. Et puis voilà, on a un certain nombre de cas, et notamment 26% des cas dans lesquels ils l'abandonnent. Alors ça, c'est un cas qui est pour nous assez classique d'une structure qui manque d'une vision, qui n'a pas ce qu'on appelle, nous en tout cas, un management visionnaire. Ce qui se produit dans ce cas-là, c'est que quand on donne aux équipes les moyens de l'amélioration continue, elles ne savent pas dans quel sens s'améliorer. J'aime bien cette image. Si vous dites à un sportif entraîne-toi pour les Jeux Olympiques et qu'il devient champion du monde du 5000 mètres, mais que manque de chance le jour des JO, vous lui demandez de sauter à la perche, c'est peut-être, certes, il se sera amélioré, mais pas dans la bonne direction, pas dans le sens qui est attendu. Et ça, c'est une situation ça paraît peut-être étrange, mais qui est en fait assez courante de systèmes de management, ou en tout cas de corps managérial, qui a du mal à comprendre, alors soit parce qu'il n'a pas la vision de là où veut aller l'entreprise, soit parce qu'il ne sait pas décliner cette vision en enjeu pour son activité à lui. Et du coup, quand on donne les moyens de l'amélioration continue aux équipes, elles ne savent pas dans quelle direction aller. Et donc souvent, elles finissent par abandonner les pratiques d'amélioration continue. Et la deuxième difficulté, c'est que, Clément le disait tout à l'heure, on a embarqué une quarantaine de collaborateurs dans les équipes, les teams d'accompagnement. Et on a vu qu'à 20% de leur temps, et on a vu que dans la durée,
c'était pas facile d'avoir une activité opérationnelle, une activité d'accompagnement. Donc on a eu un peu moins de la moitié de l'équipe de départ qui a demandé à sortir du dispositif parce que ça devenait trop difficile d'avoir ces deux activités en parallèle. Du coup, ça nous a amené à réfléchir sur un changement de dispositif. C'est aussi le moyen de relancer un peu après 18 mois le projet de transformation. Donc on l'a architecturé un peu différemment du dispositif précédent. On a une partie de l'accompagnement qui va être autour des managers. On est sur, comme le disait Clément, la nécessité de donner aux managers des compétences, des compétences et un management un peu plus visionnaire pour pouvoir embarquer leurs équipes. On a besoin aussi d'une communauté managériale pour qu'il y ait une entraide entre les différents managers et homogénéiser l'état d'esprit. Ensuite, on va créer une communauté des ambassadeurs. Donc l'idée, l'idée, c'est de continuer à embarquer les équipes qui étaient dans le dispositif précédent pour en faire des relais de communication sur le terrain, pour continuer à diffuser l'état d'esprit. Et c'est des personnes qu'on a formées pendant 18 mois, sur lesquelles on a partagé un ensemble d'enjeux et de conception de l'entreprise. Et du coup, on veut capitaliser là-dessus et en faire des ambassadeurs de la transformation. Et une part très importante, parce qu'on était sur les enjeux technologiques tout à l'heure, on a des gros projets qui sont en train de démarrer, des projets très structurants pour l'entreprise. Et ce qu'on aimerait, c'est que ces projets embarquent une culture projet un peu différente. Donc c'est d'avoir des coachs à 100%. Donc du coup, de ne plus être sur des équipes à temps partiel en termes d'accompagnement, mais d'avoir des coachs professionnels qui aient toutes les techniques et l'état d'esprit pour pouvoir accompagner les grands projets de transformation qui sont à échéance de 2020, 2021, 2022. Alors, tout ça en coordination d'un product owner. On a besoin d'une cohérence en fait dans les différents messages qui sont passés. On a besoin aussi d'avoir un pilotage par l'opportunité. C'est d'arriver à observer l'entreprise et avoir suffisamment d'écoute de ce qui se passe pour pouvoir profiter d'un certain nombre d'opportunités, de managers qui ont envie de changer ou qui ont vu d'autres managers changer, des projets plus stratégiques que d'autres où on sent qu'on a des possibilités d'agir plus vite. Donc on a besoin d'une coordination et du coup c'est ce qu'on attend du product owner. Et le dernier point sur lequel on a un peu moins travaillé sur les 18 premiers mois, c'est la communication. Après 18 mois, on a des résultats et sur lesquels on doit capitaliser et communiquer auprès de l'entreprise pour pouvoir embarquer tout le monde dans ce projet de transformation. Et un dernier point, chiffré, on n'avait pas fait de slide là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, Intermarché a eu la deuxième plus grosse progression sur le e-commerce. Et du coup, on a tendance à penser qu'on a un peu pu contribuer à tout ça. Merci beaucoup. J'espère que ça a été beaucoup plus clair pour vous, en tout cas par un exemple concret. On parlait tout à l'heure, je crois que vous parliez de survie. Finalement, la valeur humaine, est-ce qu'elle doit être intégrée dans ce type de transformation dès le départ, dans les objectifs et finalement en quel pourcentage, quelle est l'importance en fait de la valeur dans les objectifs de départ d'une transformation? Je pense qu'il y a effectivement la conscience que sans les collaborateurs de l'entreprise, c'est pas suffisant d'injecter des grosses sommes pour avoir des grands projets techniques. On a besoin d'embarquer toute l'entreprise. Il y a les équipes opérationnelles, il y a les projets, et il y a besoin d'avoir cette conscience que tout collaborateur doit participer, et du coup de les embarquer dans ce projet-là. En termes d'efforts et d'investissement, je pense comme on s'appuie beaucoup sur les collaborateurs et un peu sur nos coachs Animaneo, je pense que la proportion d'investissement est assez faible au final par rapport à ce qu'on cherche à avoir comme effet sur l'entreprise. Et alors je rajouterais juste une chose là-dessus, c'est que si on n'arrive pas à créer les conditions suffisantes pour embarquer tout le monde, à commencer par le comité de direction, ce qui est pourtant pas forcément aussi simple qu'on pourrait le croire, on n'arrive tout simplement pas à lancer quoi que ce soit, quoi. D'ailleurs souvent on organise un grand moment pour le lancement et puis on se rend compte qu'ensuite on a beaucoup de mal à transformer, on a beaucoup de mal à aller au bout des actions finalement, on reste sur des intentions.
Et vous pensez que cette démarche, en fait, elle a valorisé la DSI en interne? Parce que là, vous parliez, il y a énormément, évidemment, de personnes. Quel impact ça a eu d'un point de vue de communication et d'intégration de transversalité en interne? Du coup, le fait d'accompagner des projets, c'est aussi un moyen. On ne peut pas accompagner un projet SI sans embarquer les métiers. Donc, on a besoin d'aller les chercher dans les formations qu'on fait au niveau des métiers, des projets. On embarque le métier. Et c'est le moment aussi où on peut montrer qu'on peut interagir différemment avec le système d'information. Donc, c'est très en rupture avec ce qui était fait précédemment. Et on voit qu'il y a beaucoup de PO qui sont très satisfaits de comprendre même les difficultés des projets, mais en tout cas de les vivre ensemble. Et je crois que c'est Clément qui disait tout à l'heure qu'en fait, il y a énormément de variétés, à la fois de verticales, mais également de taille de société avec lequel vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment on applique un tel modèle? Donc là, quand on parle d'un grand groupe, si on rapproche ça à une start-up ou petite société, comment finalement ça se déploie? Ouais, on a la chance d'avoir des structures de taille et d'activité et de culture extrêmement différentes dans notre portefeuille de clients. On a effectivement, Mousquetaire, c'est 146 000 personnes. On a la SNCF, Orange, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui sont vraiment des grosses structures. Et puis on a aussi des startups, des sociétés de 50 personnes, de 100 personnes. Donc c'est quand même des entreprises en général qui ont atteint une certaine taille malgré tout, et qui sont face à des enjeux de transformation et qui sont les mêmes, en fait, vraiment les mêmes en termes d'objectifs que Mousquetaire Intermarché, la SNCF ou Orange. Simplement, et du coup, les actions qu'on va avoir sont globalement du même ordre. Simplement, évidemment, ça change un peu le chemin par lequel on fait les choses. Les différences principales que je vois, c'est, alors bien sûr, une question de moyens, du nombre de personnes à synchroniser dans l'action. Ça, c'est un des grosses difficultés des très grands projets de transformation qu'on a beaucoup moins, évidemment, dans des petites structures. C'est que ça veut dire animer un pool d'acteurs de la transformation beaucoup plus grand, avec un risque accru que ces acteurs ne partagent pas la même vision. Et des tout petits décalages de compréhension, de sensibilité autour de ce qu'on fait peuvent provoquer des gros écarts et de la dispersion plutôt que de la mobilisation. Et puis l'autre aspect qui me vient, qui est différent dans un très grand projet, c'est les enjeux de communication. La communication, c'est pas du tout la même chose à mon avis quand on est 50 ou quand on est 146 000, évidemment. Et du coup, il y a une exigence très grande, à mon avis, quand on s'adresse. Plus on s'adresse à un grand nombre de personnes, plus il faut une communication simple et univoque. Et c'est très dur de faire une communication simple et univoque. On a envie, évidemment, quand on est dans des grandes structures, de faire passer toute la complexité du monde dans sa communication. Et en fait, il faut avoir exactement, à mon avis, l'exigence inverse. Parce que ça crée énormément de dispersion, de différences d'acception en fait dans les messages qui sont passés, et donc plutôt que de mobiliser, au contraire on disperse. Donc ça fait partie aussi des spécificités. Mais sinon, ok, ça change des éléments, mais les enjeux sont les mêmes, et finalement les moyens, au sens des typologies de pratiques, de la philosophie dans laquelle on fait les choses, les cochons et les poules par exemple, on retrouve exactement les mêmes sujets dans des entreprises de 50 personnes. Et au-delà des cochons et des poules, si on parle du collectif et de l'individu, est-ce que finalement cette transformation, elle a émané des nouveaux talents, des nouveaux profils ou peut-être même des nouvelles fonctions au sein de la DSI? Du coup, dans les teams qui ont accompagné la transformation, on a eu certaines révélations de personnes qui n'avaient jamais connu dans l'entreprise ce type d'état d'esprit et qui ont vu dans ce projet de transformation une opportunité de faire différemment. Donc effectivement, ça a révélé des personnalités et des envies. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez général, c'est qu'il n'y a pas les gens n'envisagent pas de revenir en arrière. Du coup, ça a donné beaucoup d'envie en fait aux équipes. Et le deuxième point, c'est dans les équipes projets ou les équipes opérationnelles, on a aussi donné la possibilité de proposer des choses, de tester dans certaines situations. Et je pense que voilà, ça donne envie de faire plus, et ça donne envie à d'autres de proposer des manières différentes de faire. Je propose que sur cette note d'optimiste, on passe pour quelques questions à l'audience, peut-être. Madame, je crois qu'il y a une main levée. J'avais une question un peu plus générique. Il y a plein de métiers qui sont impliqués, vous le disiez,
super bien, vous l'avez bien montré. Est-ce que d'expérience, vous avez trouvé des métiers plus difficiles à embarquer que d'autres, sans stigmatiser personne, style les achats, la RH, la R&D, enfin voilà, je veux pas stigmatiser, mais c'est juste culturellement peut-être, ou dans les habitudes, est-ce que vous avez quand même une tendance? Alors c'est pas faux qu'on voit des différences. C'est pas faux qu'on voit des différences et je pense que c'est pas lié au profil des personnes, c'est lié aux situations dans lesquelles ils sont mis à l'intérieur des entreprises. Les RH, par exemple, sont dans une situation, à mon avis, en France, assez dégradée globalement. Ils sont circonscrits à des sujets qui sont des sujets administratifs, juridiques, qui sont importants, mais qui sont souvent pas au cœur de leur vocation pour s'occuper des ressources humaines dans une entreprise. Dans très peu de cas, on a des ressources humaines qui soient impliquées sur vraiment les transformations humaines de l'entreprise, ce qui est assez paradoxal. Et donc, typiquement, ce qu'on voit mais c'est particulièrement vrai, bien sûr, dans les plus grandes structures, c'est que les RH plantent un peu des barbelés tout autour du périmètre qu'ils ont réussi à préserver, le petit périmètre qu'ils ont réussi à préserver. Et ça les met dans une situation de résistance face au changement qui est un petit peu parfois difficile à gérer. Et d'ailleurs, on a beaucoup de cas où, par exemple, c'est par exemple le cas de la STEAM, mais le directeur de la transformation est une fonction qui est rattachée à la direction générale, qui est donc séparée de la DRH. Et donc, pour autant, ces deux mondes-là doivent se parler, c'est hyper important, et même collaborer. Donc, ça fait aussi partie de notre travail de faire ça. Par curiosité, y a-t-il des DRH dans la salle ou des personnes en ressources humaines? Alors, je ne sais pas si ça ressemble à ce que vous vivez, mais pas du tout. Super. Donc, vous avez de la chance de travailler dans une entreprise qui n'est pas face à ce sujet-là. Mais on en a un certain nombre. La liste est quand même assez longue des structures. Alors, surtout, j'entends que ça dépend beaucoup de la philosophie du dirigeant, de comment est-ce que le dirigeant voit l'entreprise et la fonction RH dans l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Comment les RH se voient elles-mêmes. Et puis, c'est vrai que ces situations, on les voit de façon particulièrement exacerbée dans les structures qui ont déjà une certaine taille. Rares sont les entreprises de plus de 1000 personnes, à mon avis, qui résistent en France, j'entends, qui ne sont pas confrontées à ça. Il y en a quelques-unes, mais je pense à Mediaveil, je vais faire de la pub, mais voilà. Bon, on ne se connaissait pas, mais du coup, effectivement. Mais là, on pourrait expliquer ça aussi par la vision d'Olivier, par la façon dont il a pensé la fonction RH dans l'entreprise, qui est très différente de l'habitude des autres structures. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour une dernière question. Oh là là, il y a beaucoup de questions, donc si on fait les réponses très courtes, on pourra en passer 2. Bonjour, David Feldman, je dirige une société de conseil qui intervient plutôt sur la partie verte, coach agile du schéma. Comment avez-vous géré les externes? Parce que je pense que comme toute DSI, vous avez une répartition interne-externe qui est plus ou moins importante. Donc comment vous gérez ce sujet-là, sachant que dans le cadre de l'amélioration continue, vous avez un risque de déperdition à partir du moment où vous travaillez avec des externes qui peuvent rester un certain temps mais qui vont finir par partir? Du coup, on fait pas de différence en fait. Dans les équipes qui contribuent, que ce soit sur les équipes opérationnelles ou les équipes projets, je pense que les externes contribuent à hauteur des compétences qu'ils viennent apporter dans l'entreprise. Donc systématiquement, on a fait très peu de distinctions, voire pas du tout de distinction en termes d'accompagnement. Et effectivement, du coup, on engage du temps de ces externes pour avoir une homogénéité de compréhension des enjeux de l'entreprise, mais on fait pas de distinction. Et on a un pourcentage d'externes assez important. Mais pour autant, on a un enjeu de pas les mettre de côté de ce projet-là. Dernière question de l'audience. Bonjour, donc moi je suis Joanne, je me retrouve un peu dans le rôle de product owner. Donc nous on est en transformation dans une business unit de 50 personnes. J'ai une question notamment en termes de... Donc je vois l'importance du manager, c'est quelque chose qu'on avait identifié. Et quand on a quelques managers, il suffit qu'il y en ait un, voire deux, qui bloquent un peu et qui aient du mal à la fois à donner de la mobilisation dans leurs équipes, ce côté mobilisation de non, faut produire, et à la fois qui ont peut-être peur aussi de perdre certains aspects de leur métier. Comment on fait? Parce que si on n'arrive pas à les embarquer, on va avoir
du coup 10 personnes en dessous d'eux, donc c'est-à-dire 20% de l'ensemble des salariés qui auront du mal à être embarqués. Alors je compatis, je vois bien la difficulté. D'ailleurs souvent, alors on n'a pas le temps de présenter ça, mais on a plein de tactiques, de trucs et astuces pour dépasser les résistances qui se présentent et qui sont souvent des résistances managériales, pas que, mais souvent. Et c'est particulièrement vrai dans le middle management parce que c'est dans les gens qui sont coincés entre des objectifs de direction et une réalité opérationnelle qui ne convergent jamais. Donc il faut aussi avoir de l'empathie pour eux. Je comprends en partie, en tout cas, les raisons de leur résistance. Et c'est souvent aussi des personnes traditionnellement dans les organisations qui ont acquis une position sociale par une expertise. Et donc, essayer, expérimenter autre chose, c'est aussi pour elles prendre le risque de perdre ce qui a justifié leur position dans l'organigramme. Donc il faut beaucoup communiquer, la relation est quelque chose de fondamental. C'est de la grande chance d'ailleurs qu'on a en tant qu'externe, c'est qu'on vient sans passif et on n'est pas là pour se construire un avenir dans la société. Donc déjà, ça aide pour essayer de repartir from scratch et essayer de créer une relation constructive, une relation de confiance qui inspire l'idée de prendre un risque ensemble, d'expérimenter des choses ensemble. Donc ça tient beaucoup de ça. Ensuite, nous, on a une chance, c'est qu'on agit généralement sur un grand ensemble. Et donc, quand on a des foyers de résistance forts, c'est pas grave. Parce qu'on va faire changer, on va faire bouger autour. Et quand ça aura suffisamment bougé autour, c'est très rare, c'est excessivement rare que les managers résistants, pareil, si on prend ce cas-là, ne fassent pas le pas de changer eux-mêmes parce qu'ils se retrouvent dans une situation qui est quand même assez inconfortable, d'isolement. Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas les mettre trop dans une situation inconfortable, c'est pour les en sortir. Et du coup, on a des trucs et astuces. Par exemple, on mène des chantiers dont on fait le middle management des leaders qui cherchent à identifier les contraintes contradictoires de l'organisation. Ça, c'est super comme levier. C'est-à-dire que la chance qu'on a dans les organisations, c'est qu'on a des managers qui sont aux prises avec ces injonctions contradictoires qui viennent de la direction et de la réalité opérationnelle du terrain. Et on se dit, chouette, on a des gens qui ont cette vision des choses. Donc, on va en faire des leaders de chantier qui ont pour mission d'identifier quelles sont ces contraintes contradictoires et de trouver avec la direction et avec les équipes opérationnelles des solutions pour dépasser ces contraintes contradictoires. Et du coup, le petite astuce, c'est que comme on les accompagne dans ces chantiers, on leur soumet des nouvelles manières de faire, on fait de l'inception de nouvelles façons de conduire les réunions, de nouvelles postures à essayer d'amener plus facilitateur, plus dans le coaching que dans le directif, par exemple. Et très souvent, quand on le fait bien, ça inspire aussi des changements dans leur activité courante. Merci à vous. Hervé, Clément, en tout cas, un grand merci pour avoir illustré cette transformation digitale à travers votre expérience. Je vous invite à faire de même dans vos sociétés. J'espère que cela vous a inspiré. Merci beaucoup. Bonne continuation.